La crise de la culture, 8 exercices de pensée politique. Hannah Arendt. Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Qu'est-ce que la liberté? Partie 3. Manifestement, cette idée d'une interdépendance de la liberté et de la politique se trouve en contradiction avec les théories sociales de l'époque moderne. Malheureusement, il ne s'ensuit pas que nous ayons seulement besoin de retourner aux traditions et aux théories plus anciennes, prémodernes. En fait, la plus grande difficulté à gagner une compréhension de ce qu'est la liberté vient du fait qu'un simple retour à la tradition, et spécialement à ce que nous avons coutume d'appeler la grande tradition, ne nous aide pas. Ni le concept philosophique de la liberté tel qu'il est apparu pour la première fois dans l'Antiquité tardive, où la liberté est devenue un phénomène de la pensée par lequel l'homme pouvait, pour ainsi dire, se convaincre par la raison de sortir du monde, ni la notion chrétienne et moderne du libre arbitre n'ont aucune base dans l'expérience politique. Notre tradition philosophique est presque unanime à soutenir que la liberté commence là où les hommes ont quitté le domaine de la vie politique, habité par le nombre, et qu'elle n'est pas expérimentée dans l'association avec les autres, mais dans le rapport avec soi-même. Que ce soit sous la forme d'un dialogue intérieur, que depuis Socrate nous appelons la pensée, ou dans un conflit à l'intérieur de moi-même. Cette lutte interne entre ce que je veux et ce que je fais, dont la dialectique meurtrière révéla d'abord à saint Paul puis à saint Augustin les équivoques et l'impuissance du cœur humain. Pour l'histoire du problème de la liberté, la tradition chrétienne est vraiment devenue le facteur décisif. Presque automatiquement, nous identifions la liberté au libre arbitre, c'est-à-dire à une faculté en fait inconnue à l'Antiquité classique. Car la volonté telle que l'a découverte le christianisme avait si peu de rapport avec les capacités bien connues de désirer, d'avoir l'intention et de poser un but, qu'elle n'a requis l'attention qu'apparaît être entrée en conflit avec celle-ci. Si la liberté n'était effectivement rien d'autre qu'un phénomène de la volonté, il nous faudrait en conclure que les anciens ne connaissaient pas la liberté. Cela, bien sûr, est absurde, mais si l'on souhaitait l'affirmer, on pourrait tirer argument de ce que j'ai mentionné plus haut, à savoir que l'idée de liberté n'a joué aucun rôle dans la philosophie antérieurement à saint Augustin. La raison de ce fait frappant est que, dans l'Antiquité grecque, aussi bien que romaine, la liberté fut un concept exclusivement politique, et même la quintessence de la cité et de la citoyenneté. Notre tradition philosophique de pensée politique, qui commence avec Parménide et Platon, fut fondée explicitement en opposition à cette police et à sa citoyenneté. Le mode de vie choisi par le philosophe fut compris en opposition au mode de vie politique. Donc la liberté, centre même de la politique telle que les Grecs la comprenaient, fut une idée qui presque par définition ne put entrer dans le cadre de la philosophie grecque. Ce fut seulement quand les premiers chrétiens, et spécialement saint Paul, découvrirent un genre de liberté qui n'avait aucun rapport avec la politique, que le concept de liberté put entrer dans l'histoire de la philosophie. La liberté devint l'un des problèmes majeurs de la philosophie quand elle fut expérimentée comme quelque chose qui se produisait dans le rapport entre moi et moi-même, et hors du rapport entre les hommes. Le libre arbitre et la liberté devinrent des notions synonymes, et la présence de la liberté fut expérimentée dans la solitude complète, où nul homme ne pouvait empêcher la lutte ardente dans laquelle j'étais engagée avec moi-même, conflit mortel qui avait lieu dans la demeure intérieure de l'âme et l'obscure chambre du cœur. L'Antiquité classique n'était aucunement inexperte quant au phénomène de la solitude. Elle savait assez bien que l'homme solitaire n'est plus un, mais deux en un, qu'un commerce entre moi et moi-même commence au moment où le commerce entre moi et mes congénères a été interrompu pour une raison ou une autre. Outre ce dualisme qui est la condition existentielle de la pensée, la philosophie classique depuis Platon a insisté sur un dualisme entre l'âme et le corps, tel que la faculté humaine du mouvement a été assignée à l'âme, qui était censée mouvoir le corps et se mouvoir elle-même. Et ce fut encore dans la lignée de la pensée platonicienne d'interpréter cette faculté comme une domination de l'âme sur le corps. Cependant, la solitude augustinienne d'ardente lutte à l'intérieur de l'âme elle-même
était entièrement inconnu, car le combat dans lequel il s'était trouvé engagé n'était pas un combat entre la raison et la passion, entre l'entendement et le thymos, c'est-à-dire entre deux facultés humaines différentes, mais c'était un conflit à l'intérieur de la volonté elle-même. Et cette dualité à l'intérieur d'une seule et même faculté avait été connue comme la caractéristique de la pensée, comme le dialogue que j'ai avec moi-même. En d'autres termes, le deux en un de la solitude qui met en mouvement sur le processus de pensée a l'effet exactement opposé sur la volonté. Il la paralyse et l'enferme à l'intérieur d'elle-même. Le vouloir dans la solitude est toujours fêlé et nolé, vouloir et ne pas vouloir en même temps. L'effet paralysant que la volonté semble avoir sur elle-même apparaît d'autant plus surprenant que son essence même est à l'évidence de commander et d'être obéi. C'est pourquoi il apparaît comme une monstruosité que l'homme puisse commander à soi-même et ne pas être obéi, une monstruosité qui peut être expliquée seulement par la présence simultanée d'un « je veux » et d'un « je ne veux pas ». Mais cela est déjà une interprétation de saint Augustin. Le fait historique est que le phénomène de la liberté s'est manifesté originellement dans l'expérience que je ne fais pas ce que je voudrais, qu'il y a quelque chose comme un « je veux » et « ne peux pas ». Ce qui était inconnu à l'Antiquité n'était pas qu'il y ait un possible « je sais mais je ne veux pas », mais que le « je veux » et le « je peux » ne sont pas la même chose. Non hoc est vere, quod posse. Car « je veux » et « je peux » étaient bien sûr très familiers aux anciens. Il n'est besoin que de rappeler avec quelle insistance Platon a affirmé que seuls ceux qui savaient se gouverner eux-mêmes avaient le droit de gouverner les autres et d'être libérés de l'obligation de l'obéissance. Et il est vrai que la maîtrise de soi est demeurée l'une des vertus spécifiquement politiques, ne serait-ce que parce qu'elle est un phénomène marquant de la virtuosité où le « je veux » et le « je peux » doivent être si bien accordés qu'ils coïncident pratiquement. Si la philosophie antique avait reconnu la possibilité d'un conflit entre ce que je peux et ce que je veux, elle aurait certainement compris le phénomène de la liberté comme une qualité intrinsèque du « je peux », ou encore il est concevable qu'elle aurait pu le définir comme la coïncidence du « je veux » et du « je peux ». Elle ne l'aurait certainement pas pensé comme un attribut du « je veux » ou du « je voudrais ». Cette affirmation n'est pas une spéculation vide, même le conflit euripidien entre la raison et le typhos, tous deux simultanément présents dans l'âme, est un phénomène relativement tardif. Plus typique, et dans notre contexte plus intéressante, était la conviction que la passion peut aveugler la raison des hommes, mais qu'une fois que la raison a réussi à se faire entendre, il ne reste plus de passion pour empêcher l'homme de faire ce qu'il sait être bien. Cette conviction est encore sous-jacente à l'enseignement de Socrate, selon lequel la vertu est une sorte de savoir. Et notre stupeur que quelqu'un ait pu jamais penser que la vertu était rationnelle, qu'elle pouvait être apprise et enseignée, a pour origine notre familiarité avec une volonté qui est brisée en elle-même, qui veut et ne veut pas en même temps, bien plutôt qu'une intelligence supérieure de la prétendue impuissance de la raison. En d'autres termes, la volonté pouvoir et la volonté du pourvoir sont pour nous des notions presque identiques. Le siège du pouvoir est pour nous la faculté de la volonté en tant que connue et expérimentée par l'homme dans son rapport avec lui-même. Et pour cette volonté pouvoir, nous avons émasculé non seulement nos facultés de raisonnement et de connaissance, mais aussi bien d'autres facultés plus pratiques. Mais n'est-il pas clair, même pour nous, que, suivant les mots de Pindare, voici le plus grand malheur, se tenir avec ses pieds hors du bien et du beau que l'on connaît, contraint par la nécessité. La nécessité qui m'empêche de faire ce que je connais et veux peut surgir du monde ou de mon propre corps, ou d'une insuffisance en talents, dons et qualités, qui sont impartis à l'homme par naissance et sur lesquels il n'a pas plus de pouvoir qu'il n'en a sur d'autres circonstances. Tous ces facteurs psychologiques non exclus, conditionnent la personne de l'extérieur en ce qui concerne le « je veux » et le « je sais », c'est-à-dire le moi lui-même. Le pouvoir qui fait face à ces circonstances, qui libère pour ainsi dire la volonté et le savoir de leur enchaînement à la nécessité, est le « je peux ». Ce n'est que là où le « je veux » et le « je peux » coïncident que la liberté a lieu. Il existe encore une autre manière de confronter notre notion courante du libre arbitre, née d'un problème religieux et formulée en langage philosophique, et les expériences plus anciennes strictement politiques de la liberté. Dans la renaissance de la pensée politique qui a suivi l'apparition de l'époque moderne, on peut distinguer entre les penseurs qui peuvent vraiment être appelés les pères de la science politique, parce qu'ils faisaient écho
aux découvertes nouvelles des sciences de la nature, leur plus grand représentant est Hobbes, et ceux qui, relativement non troublés par ces développements typiquement modernes, revinrent à la pensée politique de l'Antiquité, non du fait d'une prédilection pour le passé comme tel, mais simplement parce que la séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de la politique, avait donné naissance à un domaine politique séculier indépendant, tel qu'on n'en avait pas connu depuis la chute de l'Empire romain. Le plus grand représentant de ce sécularisme politique fut Montesquieu, qui, bien qu'indifférent aux problèmes de nature strictement philosophique, était profondément conscient du caractère inadéquat du concept chrétien et philosophique de la liberté pour des buts politiques. Afin de s'en débarrasser, il distingua expressément entre la liberté philosophique et la liberté politique, et la différence consistait en cela que la philosophie n'exige pas plus de liberté que l'exercice de la volonté, indépendamment des circonstances et de la réalisation des buts que la volonté a posés. La liberté politique, au contraire, consiste à être capable de faire ce qu'on doit vouloir. La liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. L'accent est sur pouvoir. Pour Montesquieu, comme pour les anciens, il était évident qu'un agent ne pouvait plus être appelé libre quand il lui manquait la capacité de faire. Et il n'importe pas ici que cet échec soit causé par des factions extérieures ou par des facteurs intérieurs. J'ai choisi l'exemple de la maîtrise de soi parce que pour nous, celle-ci est clairement un phénomène de la volonté et du pouvoir de la volonté. Les Grecs, plus qu'aucun peuple, ont réfléchi sur la modération et sur la nécessité de dompter les coursiers de l'âme, et pourtant, ils n'ont jamais reconnu la volonté comme une faculté distincte, séparée des autres capacités humaines. Historiquement, les hommes ont pour la première fois découvert la volonté quand ils ont expérimenté son impuissance, et non son pouvoir quand ils ont dit avec saint Paul « Car le vouloir est présent, mais comment accomplir ce qui est bon, je ne trouve pas. » C'est la même volonté dont saint Augustin se plaignait qu'il ne lui sembla pas une monstruosité en partie de vouloir, en partie de ne pas vouloir. Et bien qu'il remarque que c'est une maladie de l'esprit, il admet aussi que cette maladie est, pour ainsi dire, naturelle, pour un esprit possédé par une volonté. Parce que la volonté commande qu'il y ait une volonté, elle ne commande rien d'autre qu'elle-même. Si la volonté était entière, elle ne se commanderait même pas à elle-même d'être, parce qu'elle serait déjà. En d'autres termes, si l'homme a une volonté en général, elle doit toujours apparaître comme s'il y avait deux volontés présentes dans le même homme, luttant l'une contre l'autre pour gagner le pouvoir de son esprit. Par conséquent, la volonté est à la fois puissante et impuissante, libre et non libre. Quand nous parlons de l'impuissance et des limites posées à la volonté-pouvoir, nous pensons habituellement à l'impuissance de l'homme par rapport au monde qui l'entoure. Il est par conséquent de quelque importance de remarquer que dans ces premiers témoignages, la volonté n'était pas défaite par une force irrésistible de la nature ou des circonstances. La lutte qu'engendrait son apparition n'était ni le conflit d'un seul contre la multitude, ni la lutte contre le corps et l'esprit. Au contraire, la relation de l'esprit au corps était même, pour saint Augustin, l'exemple privilégié de l'énorme puissance inhérente à la volonté. L'esprit commande au corps et le corps obéit sur le champ. L'esprit commande à lui-même et il rencontre de la résistance. Le corps représente dans ce contexte le monde extérieur et n'est aucunement identique au moi. C'est à l'intérieur du moi, dans la demeure intérieure, interior domus, où Épictète croyait encore que l'homme était un maître absolu, que le conflit entre l'homme et lui-même éclatait et que la volonté était défaite. La volonté-pouvoir chrétienne fut découverte comme un organe de libération de soi et fut immédiatement mise en défaut. C'est comme si le « je veux » paralysait immédiatement le « je peux », comme si au moment où les hommes voulaient la liberté, ils perdaient leur capacité d'être libres. Dans le conflit mortel avec les désirs et les intentions de ce monde dont la volonté-pouvoir était censée libérer le moi, le plus que le vouloir semblait capable de l'accomplir était l'oppression. À cause de l'impuissance de la volonté, de son incapacité à engendrer le véritable pouvoir, sa constante défaite dans la lutte avec le moi, où le pouvoir du « je peux » s'épuisait, la volonté de pouvoir se transformait instantanément en volonté d'oppression. Je peux seulement faire allusion ici aux conséquences fatales pour la théorie politique de cette identification de la liberté avec la capacité humaine de vouloir. Ce fut l'une des causes pour lesquelles, aujourd'hui encore, nous identifions presque automatiquement le pouvoir avec l'oppression,
ou, du moins, avec la domination sur les autres. Quoi qu'il en soit, ce que nous comprenons habituellement par la volonté et la volonté-pouvoir a pris son essor à partir de ce conflit entre un moi qui veut et un moi qui accomplit, à partir de l'expérience d'un « je veux » et ne peux pas, qui signifie que le « je veux », quel que soit l'objet du vouloir, demeure soumis au moi, le frappe en retour, l'aiguillonne, l'incite à aller plus loin ou est ruiné par lui. Si loin que puisse s'étendre la volonté de pouvoir, et même si quelqu'un qu'elle possède commence à conquérir le monde entier, le « je veux » ne peut jamais se débarrasser du moi. Il y reste toujours lié, et il reste même toujours sous sa coupe. Cet enchaînement au moi distingue le « je veux » du « je pense », qui se produit aussi entre moi et moi-même, mais dans le dialogue duquel le moi n'est pas l'objet de l'activité de la pensée. Le fait que le « je veux » est devenu si assoiffé de pouvoir, que la volonté et la volonté de puissance sont devenues pratiquement identiques, est peut-être dû à cela qu'il a d'abord été expérimenté dans son impuissance. La tyrannie, en tout cas, seule forme du gouvernement qui surgisse directement du « je veux », doit sa cruauté avide à un égotisme entièrement absent des tyrannies utopiques de la raison avec lesquelles les philosophes souhaitaient contraindre les hommes et qu'ils conçurent sur le modèle du « je pense ». J'ai dit que les philosophes ont pour la première fois commencé à montrer un intérêt pour le problème de la liberté quand la liberté n'a plus été expérimentée dans le fait d'agir et de s'associer avec d'autres, mais dans le vouloir et dans le commerce avec soi-même. Bref, quand la liberté fut devenue le libre arbitre. Depuis lors, la liberté a été un problème philosophique du premier ordre. En tant que telle, elle a été appliquée au domaine politique, et elle est devenue ainsi un problème politique aussi bien. À cause du déplacement philosophique de l'action à la volonté-pouvoir, de la liberté comme mode d'être manifeste dans l'action au liberum arbitrium, l'idéal de la liberté cessa d'être la virtuosité au sens que nous avons mentionné plus haut, et devint la souveraineté, idéal d'un libre arbitre indépendant des autres et en fin de compte prévalant contre eux. L'ascendance philosophique de notre notion politique courante de la liberté est encore tout à fait manifeste chez les écrivains politiques du XVIIIe siècle. Par exemple, lorsque Thomas Paine affirma avec insistance que, pour être libre, il suffit à l'homme qu'il le veuille, parole que Lafayette appliqua à la nation. Pour qu'une nation soit libre, il suffit qu'elle veuille l'être. Manifestement, ces mots font écho à la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, qui est resté le représentant le plus cohérent de la théorie de la souveraineté, qu'il fit dériver directement de la volonté, de sorte qu'il put concevoir le pouvoir politique à l'image exacte de la volonté-pouvoir individuelle. Il tira argument contre Montesquieu de ce que le pouvoir doit être souverain, c'est-à-dire indivisible, parce qu'une volonté divisée serait inconcevable. Il n'évita pas les conséquences de cet individualisme extrême, et il soutint que dans un état idéal, les citoyens n'ont aucune communication entre eux, que pour éviter les factions, chaque citoyen n'opine que d'après lui. En réalité, la théorie de Rousseau se trouve réfutée, pour la simple raison qu'il est absurde qu'une volonté se donne des chaînes pour l'avenir. Une communauté effectivement fondée sur cette volonté souveraine ne serait pas construite sur du sable, mais sur des sables mouvants. Tout le travail politique est, et a toujours été, accompli à l'intérieur d'un cadre élaboré de liens et d'obligations pour l'avenir, tels que les lois et les constitutions, les traités et les alliances, qui dérivent tous en dernière instance de la faculté de promettre et de tenir des promesses face aux incertitudes essentielles de l'avenir. En outre, un État où il n'y a pas de communication entre les citoyens et où chaque homme ne pense que ses propres pensées est par définition une tyrannie. Que la faculté de la volonté et de la volonté-pouvoir prise en elle-même, son rapport avec d'autres facultés, soit une capacité essentiellement non politique et même antipolitique, n'est peut-être nulle part aussi manifeste que dans les absurdités auxquelles Rousseau fut conduit et dans la curieuse sérénité avec lesquelles il les a acceptées. Politiquement, cette identification de la liberté à la souveraineté est peut-être la conséquence la plus pernicieuse et la plus dangereuse de l'identification philosophique de la liberté et du libre arbitre. Car elle conduit ou bien à nier la liberté humaine, si l'on comprend que les hommes, quoi qu'ils puissent être, ne sont jamais souverains, ou bien à considérer que la liberté d'un seul homme ou d'un groupe ou d'un corps politique
ne peut être achetée qu'au prix de la liberté, c'est-à-dire de la souveraineté de tous les autres. À l'intérieur du cadre conceptuel de la philosophie traditionnelle, il est même très difficile de comprendre comment la liberté et la non-souveraineté peuvent coexister, ou, pour le dire autrement, comment la liberté a pu être donnée aux hommes dans la condition de non-souveraineté. Effectivement, il est aussi plus réaliste de nier la liberté à cause du fait de la non-souveraineté humaine qu'il est dangereux de croire qu'on ne peut être libre, en tant qu'individu ou que groupe, que si l'on est souverain. La fameuse souveraineté des corps politiques a toujours été une illusion, qui, en outre, ne peut être maintenue que par les instruments de la violence, c'est-à-dire par des moyens essentiellement non politiques. Dans les conditions humaines qui sont déterminées par le fait que des hommes et non l'homme vivent sur la Terre, la liberté et la souveraineté sont si peu identiques qu'elles ne peuvent même pas exister simultanément. Là où des hommes veulent être souverains en tant qu'individus ou que groupes organisés, ils doivent se plier à l'oppression de la volonté, que celle-ci soit la volonté individuelle par laquelle je me contrains moi-même ou la volonté générale d'un groupe organisé. Si les hommes veulent être libres, c'est précisément à la souveraineté qu'ils doivent renoncer.